Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison des voyages en distanciel, programme du cabinet itinéraire interculturel, pionnier de la formation interculturelle en France. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler de la Corée du Sud, essentiellement, même si certaines choses que je vais dire pourront s'appliquer à la Corée dans son ensemble, et pour rester dans le droit fil de la tradition de la série Voyager en distanciel, je suis parti d'une expression coréenne que vous avez ici, qui est un petit peu longue. La traduction de cette expression, c'est littéralement quand les baleines se battent entre elles, le dos de la crevette souffre. Alors sur cette expression ici, j'ai mis en gras les deux mots qui nous intéressent, c'est la baleine et la crevette. Pour l'anecdote, il se trouve qu'en coréen, la baleine ça se dit koré, ce qui ressemble à Corée en français, et la crevette se dit Séou, qui peut faire penser aussi à Séoul. Bon, évidemment, c'est une coïncidence, la proximité avec le français, mais bon, voilà, c'était juste pour commencer. Alors, pourquoi en fait les deux notions de baleine et de crevette m'intéressent? C'est parce que finalement, elles permettent d'illustrer deux caractéristiques de la Corée du Sud et qui vont nous accompagner pendant toute cette vidéo. Ces deux caractéristiques, c'est d'abord le fait qu'il y a en Corée une sorte de complexe du petit face au gros. Les crevettes sont les Coréens, les baleines ce sont les Chinois et les Japonais. Et d'ailleurs, assez bizarrement, dans la compréhension des Coréens, les Russes ne font pas tellement partie du paysage, hein, même si géographiquement, la Corée du Nord en particulier est très proche de la Russie, il n'empêche que dans la perception des Coréens, malgré cette proximité géographique, on ne pense pas véritablement à la Russie quand on parle de l'environnement géopolitique. Donc ça c'est la première chose, donc quelque part on pourrait dire cette expression exprime une sorte de complexe du petit. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que ça n'aura échappé à personne, une crevette ça ressemble pas à une baleine, hein. Et du coup, moi ce qui m'intéressera aussi, ça va être de mettre en avant les spécificités de la Corée par rapport à ses deux voisins. C'est-à-dire que, alors je ne vais certainement pas chercher à prétendre que la culture coréenne s'est développée de façon différente à la culture japonaise et chinoise pour marquer sa différence, mais il se trouve que c'est le cas. Et du coup, voilà, ça va être un petit peu, encore une fois, ce qui va me servir de fil rouge. Alors, je vais utiliser, selon la méthodologie classique du cabinet, un certain nombre de disciplines de sciences humaines pour illustrer les deux phénomènes. Donc encore une fois, le petit face au gros et la crevette qui exprime son originalité par rapport aux baleines. Alors si on commence par ce qui est le plus stable dans la culture d'un pays, c'est-à-dire sa géographie, il y a deux phénomènes ici qui sont intéressants. Le premier, on le voit bien sur les cartes, c'est que géographiquement, la Corée est une sorte de point de transition entre le continent, et en particulier le grand frère chinois, et le Japon. Et le fait est que dans son histoire, la Corée a joué un rôle de couloir, si on peut dire, pour un certain nombre d'éléments culturels qui sont arrivés de Chine et qui ont été adoptés par le Japon. Mais dans l'autre sens, quand les Japonais au XVe siècle, par exemple, au XVe siècle, ont voulu s'intéresser au continent chinois en espérant peut-être y mettre un pied et donc l'occuper, il fallait d'abord réussir à mettre le pied en Corée et puis à partir de là, ils espéraient aller en Chine. Donc, c'est des échanges qui vont quand même principalement du sens continent vers Japon, mais qui d'une certaine manière peuvent aussi aller du Japon vers le continent. La deuxième chose qui est assez intéressante sur le plan géographique, ça c'est si vous regardez la carte avec la photo satellite prise de nuit, on voit clairement que c'est très éclairé du côté de la Chine, c'est très éclairé du côté du Japon, c'est très éclairé du côté de la Corée du Sud. En revanche, la Corée du Nord est quasiment un trou noir. Et en fait, on a l'habitude de dire que la Corée du Sud est le seul pays continental auquel on accède comme si c'était une île, c'est-à-dire qu'on ne peut y accéder que par bateau ou par avion. Fut un temps,
dans les années 2000, quand il y a eu une petite éclaircie dans la relation entre les deux Corées, où les Nord-Coréens avaient autorisé les Sud-Coréens à investir en Corée du Nord dans une zone franche, on va dire. Et donc, il y a une route qui avait été construite qui permettait tous les jours à des cadres ou à des ouvriers sud-coréens de faire l'aller-retour vers cette zone qui s'appelle Kaesong. Sauf que depuis quelques années, le gouvernement nord-coréen est de nouveau dans une politique de fermeture, de fermeté vis-à-vis de ses pays voisins. Et très symboliquement, une des actions qui ont été menées par le gouvernement nord-coréen a consisté à faire sauter tout ou partie des bâtiments de Kaesong. Donc aujourd'hui, même si la route physiquement existe, non parce qu'elle ne sert absolument plus à rien, et donc il n'y a aucune possibilité par la terre de rejoindre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc ça veut dire que si on veut sortir de la Corée du Sud, donc si on veut y aller, il faut utiliser encore une fois le bateau ou l'avion. Alors les Coréens du coup du Sud voient ça comme une sorte d'isolement évidemment, et quelque part on peut dire qu'ils développent un petit peu cette mentalité d'une île, hein, c'est-à-dire qu'ils sont assez clairs sur le fait qu'ils sont très à part par rapport aux autres, qui sont assez uniques. Et donc, encore une fois, cette situation géographique renforce ce sentiment-là. Alors maintenant, si on regarde très rapidement les quelques phénomènes historiques qui montrent la singularité de la Corée. Alors la première chose, c'est que dans la mythologie coréenne, et ça c'est partagé entre les deux Corées, il revendique une origine à partir d'une déité qui s'appelle Taegun, qui est issue d'animaux mythologiques et qui donc a fondé ce pays. Et donc là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'unicité, hein, puisque on est un pays à part, on est un pays qui a été créé par l'action d'une divinité bien particulière. Alors, l'unification de la Corée du Sud s'est faite relativement tôt dans l'histoire, puisqu'on est dans les tout premiers siècles de l'ère chrétienne. Ça faisait donc un territoire qui correspond à ce qu'est aujourd'hui l'ensemble Corée du Nord plus Corée du Sud, et qui clairement se positionnait comme une zone tampon, on l'a dit, entre la Chine et le Japon. Assez rapidement, la position stratégique de la Corée a un petit peu attiré les convoitises, et le premier grand exemple de mainmise du territoire coréen par des puissances étrangères, c'est à partir du XIIIe siècle, quand les Mongols, sous l'impulsion de Gengis Khan et de ses descendants, ont pris le pouvoir sur une grande partie du continent est-asiatique, la Corée, très naturellement, a fait partie de cette zone d'influence mongole. Et d'ailleurs, on retrouve cette notion de territoire coréen comme courroie de transmission, puisque à partir de leur implantation en Corée, les Mongols ont essayé de traverser la mer pour faire rentrer le Japon dans leur giron. Ça s'est soldé par un échec, mais encore une fois, on retrouve bien ce rôle de Corée, pays intermédiaire entre les deux. Alors une fois que les Mongols sont partis, une fois que du côté coréen, il y a une dynastie qui s'est installée, qui a duré d'ailleurs jusqu'au début du XXe siècle, il y a eu donc cette fameuse dynastie, mais qui en fait s'est toujours retrouvée en situation de vassalité vis-à-vis des Chinois. Et là, on commence à sentir donc cette vieille histoire de la relation des Coréens vis-à-vis de leurs voisins chinois et japonais. Donc c'est le petit qui est sous la domination des grands, et donc encore une fois le besoin ressenti de développer une culture qui soit un petit peu à part, hein, pour marquer sa singularité. Alors ça peut se trouver dans des arts traditionnels, hein, comme par exemple le fameux pansori, que certains d'ailleurs comparent parfois un petit peu, toute proportion gardée, au fado portugais. Ce sont ces chants qui expriment beaucoup de douleur, qui expriment beaucoup de nostalgie. On peut aussi citer comme manifestation culturelle originale de la Corée les masques, les fameux masques que j'ai utilisés comme miniature pour cette vidéo. En fait, là, on est sur
une production plutôt du sud de la péninsule. On est vers le XIIe, XIIIe siècle, et aujourd'hui, ces masques sont considérés comme un trésor national. Donc ça veut bien dire qu'il y a, de la part des Coréens, le sentiment que ça exprime une particularité de la Corée par rapport aux autres. Si on avance un petit peu dans l'histoire, et là on arrive à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, quand le Japon a commencé à monter en puissance, eh bien, il s'est trouvé en conflit avec les Russes, qui à l'époque avaient terminé leur expansion orientale, et donc ils contrôlaient la Sibérie. Et donc, dans leur esprit, la prochaine cible, c'était la péninsule coréenne, sauf que les Japonais n'étaient pas d'accord. Au terme d'une bataille qui fait date en 1905, en particulier la bataille de Port Arthur, où pour la première fois une armée asiatique bat une armée européenne avec ses propres armes, donc les Japonais commencent à prendre pied en Corée, et donc c'est le début d'une période qui va durer jusqu'en 1945, avec un renforcement de la présence des Japonais à partir de 1910, où la Corée devient définitivement une colonie japonaise, et même en fait en termes administratifs devient un département japonais. Donc il y a une intégration totale de la Corée dans le Japon. Il se trouve que la présence japonaise s'est faite dans des conditions absolument épouvantables pour les Coréens. Les Japonais ont interdit les Coréens de garder leur nom coréen, ils ont interdit la pratique du christianisme, ils ont obligé les écoliers à utiliser la langue japonaise et non plus la langue coréenne. Et puis, après, quand les Japonais ont intensifier leur présence sur l'ensemble du continent asiatique. Donc là, on est plutôt dans les années 30, et que donc il y avait une présence massive de l'armée japonaise dans ces pays-là. La Corée a été la victime, on va dire, de l'enlèvement massif de jeunes filles, qu'on appelle aujourd'hui pudiquement les femmes de réconfort, qui sont en fait des jeunes filles qui étaient enlevées ou séduites sous de faux prétextes, mais en tout cas, le but était toujours le même, c'était de les faire travailler dans des bordels militaires où elles subissaient un esclavage sexuel absolument épouvantable. Parallèlement à ça, les Japonais ont exploité le territoire de la Corée. Alors là, on parle bien de la Corée, à la fois Corée du Nord et Corée du Sud. Ils y ont aussi, on pourrait dire ça en faveur des Japonais, ils ont aussi investi assez massivement dans les infrastructures, en particulier de trains. Ils ont mis en route un certain nombre d'exploitations minières, en particulier plutôt dans le nord du territoire. Mais tout ça, ça s'est fait dans un contexte de spoliation en faveur des Japonais, et encore une fois d'un comportement assez brutal vis-à-vis des Coréens. Donc évidemment, on est passé d'un régime, donc du temps de la Chine, où on était en vassalité, qui par exemple, de façon très symbolique, se traduisait par le fait que les membres de la famille royale coréenne ne pouvaient pas se marier sans avoir obtenu l'autorisation explicite de la cour de Pékin. Et donc on est passé de ce statut de vassalité à un statut finalement de colonie pure et simple du Japon. Donc voilà, donc il y a un ressentiment de l'histoire qui évidemment est très fort, et qui entretient chez les Coréens cette idée que de toute façon, quand ils ont été sous domination étrangère, ça ne s'est jamais très très bien terminé pour eux. Rajoutez à ça, à partir du début des années 50, de 1950 à 53, la fameuse guerre de Corée, donc quand la partie nord de la Corée, avec l'aide des Soviétiques et un peu plus tard des Chinois, a envahi la partie sud. Et à partir de là, c'est les Américains qui ont repoussé petit à petit les forces communistes en se servant du Japon comme base arrière. Bon, et donc on a retrouvé en 1953 la frontière qu'on connaît actuellement, donc autour du 38e parallèle. Et j'ai envie de dire que là, c'est un peu le début d'une nouvelle histoire pour la Corée du Sud. Sachant que à la fin de la guerre de Corée, la Corée du Sud compte parmi les pays les plus pauvres du monde, encore plus pauvres que certains pays pauvres d'Afrique noire, par exemple. Donc on est vraiment sur un pays qui est totalement ruiné, encore une fois par l'exploitation des Japonais, puis par les dégâts causés par la guerre. Mais là, il n'empêche que on est parti pour
une période d'expansion économique assez extraordinaire, alors dans des conditions politiques, soyons clairs, qui n'ont pas été d'un grand libéralisme, puisqu'on a parlé de dictature, hein, qui a duré jusque dans les années 80, donc ça a été une période assez longue, mais bon, il y a eu de la part des Coréens un énorme effort qui a été fourni pour faire sortir la Corée du Sud de la misère, et très rapidement en fait, hein, la Corée du Sud, en termes d'enrichissement, a dépassé le voisin du Nord qui lui était sorti de la guerre plutôt dans une meilleure posture économique, entre autres parce que précisément les fameuses infrastructures que j'ai citées tout à l'heure étaient en territoire nord, et donc après la guerre, l'économie de la Corée du Nord pouvait quelque part se servir des infrastructures laissées derrière eux par les Japonais. Donc c'est le début de cette histoire où en fait les Coréens sont dans une logique de rattrapage, hein, sont dans une logique de prouver au monde de quoi ils sont capables. Donc ils sont capables de travailler des heures infinies pour réussir. Alors parfois avec peut-être un petit inconvénient, c'est qu'ils sont tellement pressés, ils veulent tellement réussir qu'ils tombent un peu dans un excès qu'en coréen on appelle le pali-pali, c'est-à-dire le vite-vite, c'est l'urgence, ça va jamais assez vite. Et alors parfois, il faut reconnaître que nous, par exemple, occidentaux, quand on veut travailler avec des Coréens, surtout si on est habitué aux Japonais qui sont plutôt, qui eux, n'ont pas de problème à prendre leur temps, bah, si on travaille avec des Coréens, là, il faut plutôt apprendre une situation un peu étonnante finalement, qui est, il faut nous, un petit peu calmer les ardeurs de nos partenaires, parce que, voilà, il faut aussi leur expliquer que, oui, il faut aller vite, parce que c'est bien sur le plan économique, mais il ne faut pas non plus aller trop vite. C'est un petit peu un petit point faible de la Corée, on va dire. Une autre conséquence de ce formidable effort qui a été mené par les Coréens après la guerre, ça a été le renforcement du sentiment qu'on ne s'en sortira que dans la collectivité. On ne s'en sortira que dans la mesure où on tirera tous dans le même sens, où on se sentira tous faire partie du même bateau. Et donc il y a tout un univers, il y a tout un inconscient qui s'est développé autour de la notion de Uri. Uri, c'est nous, c'est aussi notre. Ulinara, notre nation, enfin vous avez comme ça en marketing et en politique tout un tas de circonstances où on met en avant, on n'a même pas besoin de parler du pays, on dit nous, on dit notre, et tout le monde comprend bien, donc il y a une très très forte cohésion. Alors il se trouve que ça vient de très loin, hein. En Corée, il y a de toute façon, tout a toujours plaidé en faveur d'une très forte solidarité entre les personnes. Mais voilà, dans cette circonstance où il fallait absolument faire l'effort de redresser collectivement l'économie coréenne, eh bien, tout le monde a répondu présent, et alors avec encore une fois des nombres d'heures travaillées dans une semaine qui étaient totalement inimaginables pour les pays occidentaux. En tout cas, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on considère que l'économie coréenne est parmi les 10 premières du monde. Et alors qu'on est sur un petit territoire, il y a une cinquantaine de millions de personnes, donc si vous voulez, la performance est absolument remarquable, et on a tous en tête un certain nombre de grands leaders mondiaux dans des domaines comme en particulier l'électronique, mais pas seulement. Donc voilà, donc il y a eu une vraie efficacité de cette solidarité. Alors du coup, elle est importante, cette solidarité-là, parce que ça veut dire que nous, occidentaux, quand nous devons traiter avec les Coréens, il faut absolument réussir à bien faire sentir aux Coréens que ce qui nous intéresse, que ce qui va nous aussi nous motiver, ça va être de travailler avec des équipes et non pas avec des individus. Il va falloir chercher au maximum à jouer la carte de la dynamique collective plutôt que de la carte de la dynamique individuelle, parce que voilà, de toute façon ça plaira, on va dire, aux Coréens, mais c'est aussi parce que de toute façon c'est comme ça qu'ils se sentent à l'aise, c'est comme ça qu'ils aiment avancer. Alors, on a aussi, j'ai dit tout à l'heure, avec mon expression autour des baleines et des crevettes, j'ai insisté sur la notion de complexe du petit. J'ai envie de dire que le complexe du petit, il a tendance aussi à appeler l'obligation du groupe. Il crée
l'obligation de ne pas agir à titre individuel, mais d'agir de façon collective, hein, de compter sur la dynamique collective. Hein. Donc c'est une raison supplémentaire parce que finalement, à plusieurs, on se sent plus fort. Hein. Et peut-être de façon assez symbolique, mais il n'empêche que parmi les jeux de stratégie auxquels les Coréens aiment bien jouer, il y a le jeu de Go. Et il se trouve que la caractéristique du jeu de Go, si on le compare avec le jeu d'échecs, c'est précisément que ce qui va faire qu'on va battre l'adversaire, hein, ce n'est pas parce qu'il y a un individu qui réussit un exploit, en l'occurrence aux échecs, tuer le roi ou faire mat le roi. Non, ce qui va faire qu'on va gagner, c'est qu'avec tous les autres pions qu'on a disposés sur le tableau, on arrive à encercler un territoire plus grand que l'adversaire. Et ce qui est intéressant dans cette image-là, c'est que finalement, la logique du Go, elle est vraiment la logique du réseau, elle est la logique de la solidarité, elle est la logique de moi individuellement, je ne compte pas vraiment, sauf que à l'endroit où je suis, et grâce aux connexions que je tends avec les autres pierres qui ont été posées sur le tableau, eh bien, on forme une ligne qui encercle encore une fois ce territoire qui donc permet d'obtenir la victoire. Donc on voit finalement que on est bien dans un pays où tout ramène toujours à cette notion d'effort collectif, hein, à cette notion d'effort parce que ça va nous permettre de prouver que même si nous sommes petits, nous avons de l'importance, nous avons de la valeur, nous sommes stratégiques. Et donc, voilà, il y a vraiment là quelque chose qui est extrêmement fort, extrêmement important. Alors, je voudrais signaler aussi 2-3 petits points de différence des Sud-Coréens, des Coréens en général, face à leurs deux grands voisins, chinois et japonais. La première, en termes de religion, d'anthropologie, c'est qu'il y a en Corée une pratique, alors surtout au sud, c'est a priori officiellement interdit au nord, il y a une pratique encore assez forte du chamanisme, et que tous les historiens s'accordent à rattacher aux pratiques venues de Sibérie, c'est-à-dire que la forme que cela prend en Corée est très différente de manifestations un petit peu équivalentes qu'on pourrait trouver en Chine ou au Japon. Donc là, il y a quelque chose de très fort. Et on considère qu'il y a encore plusieurs centaines de milliers de femmes en Corée, qui jouent ce rôle de ce qu'on appelle les mudang, c'est-à-dire qui jouent ce rôle d'intercesseur entre les hommes ici et les esprits qui sont dans un monde parallèle. Et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer en Corée du Sud de lancer un chantier, on ne peut pas imaginer de construire une usine, on ne peut pas imaginer d'inaugurer un magasin sans faire appel à des chamans qui vont nous aider à faire les bonnes offrandes, qui vont nous aider à apaiser les esprits des endroits où on a construit. Enfin, donc il y a quelque chose de très fort, hein, et qui prend des formes qui sont un peu jugées primitives, on va dire, par les Japonais ou par les Chinois, parce que vous avez en particulier tout un tas de rituels autour on coupe la tête d'un cochon, on la met sur un autel devant lequel on fait des prosternations. Enfin bon, il y a une forme, si vous voulez, qui paraît pas très raffinée, on va dire, dans les yeux des voisins, mais il n'empêche que pour les Coréens, c'est extrêmement important de passer par cette étape-là. Alors, d'abord parce qu'on ne sait pas si ça marche ou pas, donc par pragmatisme, on le fait parce qu'au pire, ça marche, et donc ça serait dommage de s'en parler, de passer. Mais surtout, deuxièmement, parce que c'est aussi un peu une manière de communier, si je puis dire, dans une spécificité coréenne. J'en profite juste, puisqu'on parle des religions, pour signaler une autre particularité de la Corée aujourd'hui du Sud, c'est la forte présence du christianisme. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que autant au Japon et en Chine, c'est parce qu'il y a eu pression des Occidentaux que le christianisme s'est installé. En Corée, le schéma est différent. C'est vers la fin du XVIIIe, début XIXe siècle, ce sont des philosophes d'un mouvement un petit peu des Lumières coréennes, on va dire, qui se sont intéressés d'un point de vue philosophique aux textes chrétiens, qui donc ont commencé à les étudier de façon, encore une fois, philosophique, et puis petit à petit, qui se sont auto-convertis. Donc c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport que les Coréens ont avec cette religion qui
vient de très loin, ben, il y a quelque chose de l'ordre de la démarche volontaire, et donc c'est une appropriation qui s'est faite volontairement. Aujourd'hui, on estime qu'il y a un tiers à peu près de la population coréenne qui est chrétienne, et de tête, je ne crois pas me tromper si je dis que depuis la fin de la guerre de Corée, tous les présidents, ou quasiment, de la Corée du Sud étaient des chrétiens. Donc ce qui évidemment est totalement différent par rapport au paysage qu'on peut trouver chez les grands voisins. Autre point de différence des Coréens par rapport à leurs voisins, il y a deux choses. Alors je vais d'abord je vais reprendre là mon papier ici. Vous voyez, les caractères qui sont ici ne ressemblent pas du tout aux caractères chinois, que les Japonais utilisent aussi, que les Coréens ont aussi eu l'habitude d'utiliser, mais que depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, la plupart des personnes de Corée n'apprennent plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une écriture qui est en fait un alphabet. Vous savez peut-être que la caractéristique de l'écriture chinoise, c'est que le principe, c'est que ce sont des idéogrammes, c'est-à-dire qu'un caractère représente un concept, une idée. Là, on n'est pas du tout là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, chacun des caractères que vous voyez ici, tout à l'heure je vous disais la baleine, ça se dit kore, ben là vous avez ici ko et re. Et donc en fait, chaque signe ici représente une syllabe, mais chaque syllabe est écrite à partir de caractères uniques qui représentent des lettres, que l'on combine de façon à signaler une syllabe par caractère, mais on peut tout à fait analyser en fait chaque caractère en fonction des éléments qui le composent, et ça permet comme ça très facilement d'apprendre à lire le coréen, ce qui est beaucoup plus compliqué évidemment avec le chinois ou le japonais. Donc on est sur une écriture qui ne fonctionne pas de la même façon, et donc d'ailleurs on a en général l'habitude de dire que dans une certaine mesure, il ne faut pas non plus exagérer, dans une certaine mesure, les Coréens sont plutôt plus analytiques que les Japonais et probablement, ou les Chinois, et probablement, ça, on peut l'expliquer par cette particularité de l'écriture coréenne. En termes de mode de communication, il y a une autre particularité des Coréens, c'est que, parfois d'ailleurs on les appelle un petit peu les latinos de l'Asie du Nord-Est. Autant les Chinois et les Japonais peuvent être assez réfractaires à l'expression de leurs sentiments, les Coréens, eux, une fois qu'ils ont épuisé, on va dire, toutes les ressources de la retenue, peuvent au contraire rentrer dans une phase où ils vont exprimer leurs sentiments de façon extrêmement violente, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas de façon très démonstrative. Ils vont assez facilement pleurer, ils vont assez facilement, encore une fois, on retrouve cette notion, exprimer la nostalgie, exprimer cette souffrance. Donc il ne faut pas être surpris si vous interagissez avec des Coréens, encore une fois, si vous êtes habitué à des Japonais ou à des Chinois. Vous pourrez, une fois que vous aurez bien établi la confiance avec vos partenaires, une fois qu'eux-mêmes se sentiront un peu plus à l'aise avec vous, ne soyez pas étonnés si par certains moments ils vous paraissent être des grands sentimentaux finalement, et qui se laissent aller à l'expression de leurs sentiments. Voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Donc si on résume en fait, et surtout si on fait le lien avec la relation business avec des Coréens, de tout ce que l'on vient de se dire, je crois qu'en fait il y a deux choses qu'il faut bien avoir en tête, qui est encore une fois le fait que ce sont des crevettes et non pas des baleines, donc ce sont des petits et pas des gros, mais c'est pas parce que ce sont des petits qu'ils ne peuvent pas y arriver aussi bien que des gros, donc il ne faut surtout pas rentrer dans un discours un peu, j'ai presque envie de dire, de victimisation vis-à-vis des Coréens. Non, ils sont ce qu'ils sont et ils font avec, et aujourd'hui ils sont totalement convaincus de la réussite qu'ils ont réussi à démontrer. Alors le modèle va être amené à évoluer parce que le monde bouge, mais il n'empêche qu'ils sont collectivement quand même assez fiers des résultats qu'ils ont pu obtenir. La deuxième chose, je l'ai aussi signalé, c'est attention, il est clair que les Coréens ne sont pas des Chinois ou des Japonais. Donc attention à éviter évidemment toutes les expressions qui pourraient être considérées par vos interlocuteurs coréens comme une sorte d'assimilation par rapport aux voisins. Non, vous devez les prendre pour ce qu'ils sont.
Et puis, d'une manière générale, j'ai envie de dire, si vous avez l'habitude de travailler avec des Coréens, des Chinois ou des Japonais, évidemment, ça va vous donner des clés de compréhension pour travailler avec les Coréens, mais il faut quand même bien être conscient que j'ai signalé deux, trois petites choses qui sont différentes. Voilà, il faut être conscient que les Coréens ne fonctionnent pas exactement de la même façon que leurs voisins, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu dans la belle culture coréenne pour découvrir les spécificités de vos partenaires. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je vous remercie et puis à très bientôt.